cerveau, on t'a dit que tu n'en utilisais que 10%. Et que si tu débloquais les 90% restants, tu deviendrais un génie. Tu serais capable de bouger les objets par la pensée. Tu deviendrais Scarlett Johansson dans Lucie. Le seul problème, c'est que c'est faux. Tu utilises 100% de ton cerveau, pas en même temps, mais chaque zone, elle a sa fonction propre. Et une IRM, elle va te montrer ça en 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, il est chiant, ce mythe, tout le monde le connaît. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. Ça, c'est juste le niveau 1. C'est des mensonges qui font mal à personne. Juste on croit un truc qui est faux et puis voilà. Mais il y a 4 niveaux. Et plus tu descends dans les niveaux, plus c'est des mensonges volontaires qui ont blessé, voire tué des millions de gens. Et à chaque étage, on va voir que chaque mythe, il va nous apprendre une leçon. Parce que le but, c'est pas que je te dise que ah, ça c'est faux. C'est aussi de comprendre pourquoi c'est faux et surtout qui profite de ces mensonges. Allez, on descend et toi tu t'abonnes. Premier mythe. On t'a dit que l'aspartame, le sucralose, les trucs qui sucrent le coca zéro et les autres boissons zéro, c'était pire que le sucre. C'est chimique, ça dérègle ton métabolisme, ça te fait grossir. Bon, comme tu penses probablement, la vérité c'est pas tout à fait ça. Les grandes agences sanitaires comme la EFSA en Europe ou la FDA en Amérique, ils disent que les édulcorants c'est totalement safe pour la consommation à partir du moment où tu restes dans les dosages normaux. Et crois-moi que les doses normales c'est un paquet de canettes. Après, ça dépend un peu des études. Il y en a des qui disent que c'est mauvais pour ton intestin, il y en a des qui disent que tu auras plus envie de sucre si tu consommes des édulcorants. Mais t'en as aussi plein qui trouvent rien et qui disent juste que c'est normal. Bon, il y a quand même l'OMS qui l'a déconseillé pour la perte de poids, mais pas parce que c'est dangereux, mais en fait parce que selon les études, ça aiderait juste pas à perdre du poids. On n'observe pas une perte de poids différente avec les gens qui prennent des boissons zéro avec des édulcorants dedans. Même si bon, pour moi c'est plutôt logique que si tu remplaces des sodas sucrés par du zéro, tu vas maigrir. Bref, ce mythe il est basé sur l'idée reçue que tout ce qui est chimique c'est mauvais pour nous, alors que à ce qu'on sait maintenant, ces édulcorants c'est ni un miracle, ni du poison. Et la leçon ici, c'est une que j'aime particulièrement beaucoup, c'est que faut pas te fier aux certitudes dans la santé. S'il y a quelqu'un qui te dit cet aliment du quotidien là c'est 100% mauvais pour toi, c'est 100% du poison, c'est souvent pas le cas. Ou s'il y a quelqu'un qui te dit ça c'est vraiment la meilleure chose, tu peux en manger tout le temps, c'est génial pour toi, c'est souvent pas le cas non plus. Bon, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je parle pas des choses super toxiques pour ton corps ou comme ça, je parle vraiment des aliments du quotidien qui seraient représentés comme des choses très mauvaises pour toi, même des choses comme des snacks ou des fast-food, ou d'autres aliments naturels comme certains légumes ou comme ça qui seraient présentés comme des choses incroyables pour ta santé à absolument consommer. Ah mais c'est comme les sneakers par exemple. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non mais un sneakers, en soi, tout le monde penserait que c'est mauvais pour ta santé. Mais imaginons tu manges un sneakers tous les jours à 4 heures et que manger ce sneakers, ça t'empêche de manger d'autres choses qui sont mauvaises pour toi pendant la journée. Parce que du coup, ben, t'es satisfait, puis t'es content de l'avoir mangé, t'as pas besoin d'autre chose. Ben ça serait un choix sain. Parce que si quand tu manges pas le sneakers, tu manges moins bien que quand tu manges le sneakers, c'est une bonne solution. Mythe numéro 2, le sucre est moins mauvais que le gras. Pendant des années et des années, on a vraiment diabolisé le gras. La viande, les œufs, le beurre, ça c'est les trucs qui causent les problèmes cardiovasculaires. Et le sucre c'est juste un truc qui fait des caries et peut-être qui te fait un peu grossir. Sauf qu'en 2016, il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui ont trouvé des documents internes qui racontent une histoire très spéciale. En 1960, l'industrie du sucre, elle a versé l'équivalent de 50 000 $ d'aujourd'hui à 3 chercheurs de Harvard pour qu'ils fassent une recherche qui minimise l'importance du sucre dans les maladies cardiaques. Jusque là, honnêtement, pas de problème. Vous pouvez trouver que c'est bizarre, mais en soi, c'est un procédé qui est beaucoup fait, et s'ils trouvent quelque chose de réel comme quoi le sucre est pas si grave que ça, et qu'ils mettent dans la partie conflit d'intérêt de l'étude que ça a été financé par l'industrie du sucre, c'est totalement légal et un truc qui se fait normal. Mais l'étude scientifique, elle a été publiée en 1967 dans une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, et à l'époque, il n'y avait pas tant de réglementation sur les conflits d'intérêts. Donc c'était juste pas marqué dedans. C'est aussi pour ça qu'il y a tous ces régimes faibles en gras. Et en plus, les aliments allégés, ils sont souvent bourrés de sucre pour compenser le goût. Belle stratégie de diversion en vrai. La leçon ici elle est très importante, c'est que quand vous voyez une étude, vous allez regarder est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts dedans, qui l'a financé. Parce que de nos jours, c'est obligatoire de toujours mentionner si le financement a un conflit d'intérêts avec la dite étude. Moi pour des questions de nutrition, même de santé en général, je me fie jamais à qu'une seule étude. Je préfère soit aller chercher plusieurs études, soit prendre une méta-analyse. En gros, c'est une grosse étude qui rassemble plusieurs petites études, parce que du coup tu auras moins de biais et plusieurs sources à la fois. Donc ça sera beaucoup plus fiable. Bon, jusqu'ici on parle d'erreurs de jugement et d'industries qui essayent de promouvoir leurs produits, mais personne n'est encore directement mort de ça. Ça change maintenant au niveau 3. Mythe numéro 3. Dernièrement sur TikTok et Insta, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de tendance à manger comme nos ancêtres. Et par là-dedans, là, il y a des gens qui disent que le lait cru, ce serait mieux que le lait pasteurisé qu'on peut acheter normalement au supermarché. Ça serait meilleur pour ton immunité, ta digestion, tout ça, parce que c'est plus naturel.
c'est plus facilement digestible par ton corps. Mais la pasteurisation, en gros, l'action de chauffer le lait, on fait pas ça pour rien. Chauffer les trucs, ça sert à éliminer les bactéries, comme la salmonelle ou des trucs comme ça. Et chiffre quand même, c'est qu'en 20 ans aux États-Unis, il y a eu plusieurs centaines d'épidémies, quelques milliers de malades et plus de 200 hospitalisations. Alors certes, on est loin du million de morts pour l'instant, mais il y a quand même une étude de 2017 qui a calculé que les laits non pasteurisés causaient plus de 800 fois plus de maladies et 40 fois plus d'hospitalisations que le lait pasteurisé. C'est pas non plus anodin. Bon, après, on va quand même être honnête, le lait cru, c'est pas du poison. Il y a plein de gens qui le consomment et qui s'en sortent très bien, mais ça peut quand même créer des vrais dangers pour, par exemple, les femmes enceintes, les enfants ou les personnes avec des problèmes immunitaires. En fait, la leçon, c'est presque l'inverse de l'aspartame. C'est juste que naturel, ça veut pas forcément dire génial et super bon pour ta santé. La nature, elle fabrique aussi des bactéries. C'est pas parce qu'un procédé ou quelque chose, il est industriel, qu'il est forcément mauvais pour toi. Donc avant d'adopter je sais pas quelle tendance qui est à la mode sur les réseaux, pose-toi cette question. Est-ce que le truc diabolique que tu essayes d'éviter là, dans ce cas ici c'est la pasteurisation, ça n'a pas été inventé pour résoudre un vrai problème? Quatrième mythe, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. En tout cas, moi, ma mère, elle me l'a dit des centaines de fois, je pense. Mange ton petit déjeuner, c'est super important, ça te donne de l'énergie pour la journée. Et ça vient pas d'une étude scientifique ou d'une découverte ou quelque chose comme ça. Ça vient d'une campagne de pub faite par un gars qui est super fascinant, Édouard Bernays. Alors Bernays, on va l'appeler comme ça, c'est le neveu de Freud, pour ceux qui ont la rêve. Et en gros, à l'époque, les publicités, c'est plus, on dit « Ah, achetez ma voiture parce qu'elle est plus rapide, elle est de meilleure qualité, elle est plus durable. » Mais Bernays, il va se pencher sur un autre truc, qui est le désir inconscient des gens. Donc au lieu de vendre le produit comme tout le monde le faisait à l'époque, il va vendre une idée. C'est vraiment le début du marketing moderne. Pour vous donner une idée du gars, il a écrit lui-même que manipuler l'opinion des masses, c'est un élément très important d'une société démocratique. Dans les années 1920, il y a une entreprise qui se retrouve avec trop de lard sur les bras. Ils arrivent jamais vraiment à en vendre assez. Parce que les Américains, en fait, ils mangeaient léger le matin. Petit café, petit bout de pain, peut-être un peu de céréales. Donc le lard au petit-déj, ça existe quasiment pas. Du coup, elle va appeler Bernays. Bon, vous commencez à connaître Bernays. Lui, il va pas faire une pub en mode, bon, achetez du bacon. Non, il va se poser une question qui est qui influence ce que les gens mangent le matin? Et la réponse, c'est leur médecin. Du coup, il va voir un médecin et lui demande si un petit déjeuner copieux, ce serait meilleur pour la santé. Et là, le médecin, il lui répond, pourquoi pas, on dépense d'énergie pendant la nuit. Et là, le coup de génie. Bernays, il envoie une lettre à environ 5000 médecins et il leur demande, est-ce que vous pensez qu'un petit déjeuner copieux, ça aiderait à récupérer l'énergie perdue pendant la nuit? Donc là, on n'est même plus sur une question sur la santé. C'est presque une question rhétorique. Il y a de l'énergie dans la nourriture, donc oui. Bien sûr que oui, que ça aide. Les médecins, ils répondent oui. Et là, bam, Bernays, il envoie tout ça aux médias. Et la tête d'affiche, 4500 médecins recommandent un petit déjeuner copieux. Et c'est le début du petit-déj, bacon, œuf et tout ça. Ah, et dernier petit détail sur Bernays, parce que bon, tu vas le croiser un peu partout dans ta vie sans même que tu le saches. Le lard, c'était que l'échauffement. Sa campagne la plus célèbre, en vrai, c'était de faire fumer les femmes. En gros, en 1920, une femme qui fume, c'est tabou. Et du coup, Bernays, il va utiliser la clope comme un signe féministe. Il va même appeler ça les torches d'émancipation. Pour faire croire aux femmes qu'en fait, c'est pas que le truc que tu fumes, mais c'est un vrai symbole d'indépendance. Au passage, il va aussi faire passer ça comme un coup de faim, un remède pour perdre du poids, en mode prends une cigarette au lieu d'un bonbon, et ça va marcher du tonnerre. La leçon ici, c'est que un consensus scientifique, il peut être inventé toute pièce. En plus de l'étude, il faut aussi toujours voir comment est-ce qu'elle a été faite. C'est quoi la question qui a été posée? C'est quoi la méthode? Et surtout, quand on te recommande quelque chose pour ta santé, pose-toi la question à qui ça profite. Tu peux tester sur toi, hein. Regarde demain matin. Si t'as pas faim, mange pas de petit déjeuner. En soi, rien ne t'oblige. C'est plus. Si t'as faim le matin, tu sens que t'as besoin d'un petit déjeuner, tu peux en prendre un. Sinon, tu pourrais très bien ne pas prendre petit déjeuner et quand même avoir de l'énergie. Ça dépend des gens. Bon, jusqu'ici du marketing, des sondages truqués, des mensonges, des gens qui tombent malades, mais on n'a pas encore touché le fond. Le niveau 4, là on parle plus de malades, on parle de morts, et par millions. Cinquième mythe. Alors là, c'est peut-être un des mythes les plus meurtriers de toute l'histoire moderne. Et ça part juste de 5 petites phrases innocentes. En 1980, il y a 2 chercheurs qui publient une courte lettre qui va être extrêmement importante. En gros, dedans, ils font une observation. Ils sont dans un hôpital et ils voient des gens qui sont traités aux opioïdes pendant une courte période de temps. Et ils remarquent très peu de cas de dépendance. Cette conclusion, prudente, elle concerne que des patients hospitalisés et traités aux opioïdes à court terme. C'était même pas une étude, il n'y avait pas de méthodologie, rien. C'était juste une observation de couloir dans un hôpital, une lettre personnelle, 5 phrases, c'est tout quoi. Mais dans les années 1990, cette lettre, elle va devenir une vraie arme de propagande. En 1996, il y a une nouvelle entreprise pharmaceutique qui va sortir un nouvel antidouleur aux opioïdes, l'Oxycontin. Le fabricant, il veut faire un maximum de fric. Et vendre qu'aux hôpitaux, aux gens qui sont là à court terme, tu fais pas tant de ventes que ça. Mais si tu arrives à vendre aux gens qui ont des douleurs chroniques,
et qu'après ils doivent prendre ces opioïdes au quotidien pour calmer leur douleur, là on fait des sous, et beaucoup à long terme. Le problème c'est que les opioïdes on s'en méfie beaucoup. Ça ressemble beaucoup à la morphine, à de l'héroïne médicale. Donc les médecins ils s'en méfient. Alors comment on fait pour que ces mêmes médecins ils recommandent les opioïdes à leurs patients? Eh ben on ressort la lettre de 1980. Ces entreprises pharmaceutiques elles vont ressortir cette lettre encore et encore comme preuve que le risque de dépendance aux opioïdes il est à moins d'1%. Donc tu as une armée de gars du marketing qui vont marteler cette phrase à travers tout le pays, plus de 600 fois en tout, et la majorité du temps en généralisant la conclusion comme quoi on aurait peu de chances de devenir addict. Et les résultats tu le connais peut-être, la crise des opioïdes aux États-Unis. Des millions de personnes sont devenues addictes juste à cause d'une ordonnance basique de leur médecin. Aux États-Unis, on parle de plus de 800 000 morts depuis 1999. Des villes ravagées, des familles détruites. Puis l'entreprise qui a créé l'oxycodone, il lui arrivait quoi? Elle a fini par plaider coupable au tribunal pour avoir menti sur le risque de dépendance de l'oxycodone. Elle a eu une amende à plusieurs milliards et elle a enfin été dissoute le 1er mai 2026. Mais bon, comme on dit, le mal était fait. Et une amende, ça ramène pas les morts. Ce qui est fou, c'est que tout ça pour une petite lettre de 5 phrases sortie de son contexte. La leçon, et celle-là j'ai l'impression que je la dis dans chacune de mes vidéos en fait, c'est que c'est pas parce qu'il y a un article qui a une source pseudo-scientifique ou même si c'est une étude que ça le rend crédible. En fait le problème avec une étude, c'est qu'une phrase elle peut être totalement vraie mais on peut la sortir de son contexte et ça devient totalement faux. Comme là, on voit, oui effectivement dans cet hôpital, il y a très peu de patients qui sont devenus addicts. Mais c'était dans ce cadre-là. Et du coup, dès que tu la sors du contexte et que tu dis « Ah ben, on tombe pas trop addict en fait », ça devient faux, instantanément. Le truc le plus important que moi je veux que tu retires de ce mythe en particulier, c'est de chercher à comprendre comment fonctionnent les médicaments que tu prends. Quand tu vas chez le médecin et qu'il te prescrit un antibiotique ou un médicament, demande-lui pourquoi. Demande-lui à quoi ça sert, comment ça marche. Est-ce qu'il y a des alternatives? Je sais que ça a l'air bête, mais là le but c'est pas de te dire arrête de prendre des médicaments et tout, ils sont tous mauvais, c'est pas le cas. Mais c'est vraiment de comprendre ce que tu prends, parce qu'il y a certains médicaments qui présentent des risques et t'es même pas au courant. Mais aussi des fois t'en prends certains et en fait tu prends en prendre d'autres qui ont des risques différents. Dernier mythe, le lait en poudre. Là on descend la dernière marche et on arrive tout en bas. Dans les années 1970, Nestlé veut vendre son lait en poudre pour bébé dans les pays en voie de développement. Le problème, c'est que là-bas, ils ont pas de sous. Et l'allaitement, il est gratuit, ça marche bien. Pourquoi on utiliserait du lait en poudre? Donc comment vendre à des mamans un produit qu'elles ont déjà gratuitement et qu'elles savent être le mieux pour leurs enfants? Eh ben, on leur fait croire que c'est mieux. On base toute notre pub et notre marketing sur le fait que le lait en poudre est aussi bien, voire mieux que le lait maternel. On habille des commerciales en infirmières dans des maternités et puis le tour est joué, quoi. Bon, en fait, si je vais être honnête avec toi, le vrai problème, c'est la poudre qui est distribuée aux mamans. Parce que tu pourrais te dire, ouais, bah c'est génial, il la distribue gratuitement, c'est bien. Ben en fait, quand le bébé il t'aide plus parce qu'il prend de la poudre, la maman elle arrête de produire du lait. Et quand le lait il arrête la production, ça revient pas. Et du coup, après, les mamans elles sont obligées d'acheter de la poudre jusqu'à que leur bébé il arrête d'avoir besoin du lait. Parce qu'elles en produisent plus. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait ils deviennent dépendants de cette poudre parce que la production de lait naturel elle s'arrête. Et c'est ça le drame, parce qu'en fait dans certaines régions pauvres, notamment en Afrique, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et du coup le lait en poudre, ils doivent le diluer dans de l'eau qui est contaminée. Et donc des enfants qui auraient été normalement protégés par le lait maternel, qui lui n'est pas contaminé, ils tombent malades ou ils meurent parce qu'ils boivent ce lait en poudre. Selon des estimations d'économistes, plus de 200 000 morts rien qu'en 1981 au pic du scandale. Et dans les foyers sans eau potable, possiblement plus de 10 millions entre 1960 et 2015. Et vous pensez bien que si je vous en parle aujourd'hui, l'affaire elle a fini par éclater au grand jour. En 1974, il y a une ONG qui publie un article dont le titre veut tout dire, The Baby Killer, et bien sûr le scandale déclenche instantanément un boycott international de Nestlé. Et en 1978, l'entreprise Nestlé sera convoquée au Sénat américain pour être questionnée sur leur responsabilité dans tous ces morts. Et leur réponse: Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that. I All right, believe. now then my final question is what do you do, or what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to? You can't have that responsibility? No. Cette phrase-là que tu viens d'entendre, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Certes, Nestlé, ils sont pas responsables de la qualité de l'eau.
Mais il y a quasiment aucune chance qu'ils n'étaient pas au courant que l'eau, elle n'était pas potable là-bas. Alors en fait, ça revient au même que de dire je leur ai donné de la poudre, mais ils n'avaient qu'à pas la boire s'ils n'avaient pas d'eau potable. Pour moi, c'est là qu'on touche le fond. Maintenant, regarde tous les niveaux 2 secondes. La vraie question, ça n'a jamais été est-ce que c'est vrai ou faux. C'était plutôt est-ce que quelqu'un a intérêt que j'y croie. C'est ça que tu dois retenir de cette vidéo. Prends le réflexe de quand on te propose une solution magique, un remède miracle, surtout si tu dois le payer ou si ça profite à quelqu'un, ça doit faire ding dans ta tête. C'est pas une question de devenir parano, de se dire c'est trop beau pour être vrai. C'est juste pour éviter de croire et commencer à comprendre. Pour devenir libre en soi. Et en fait, la meilleure leçon de toute cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de poser des questions sur ce que tu ingères. Pas seulement les médicaments, mais la nourriture, les trucs que tu mets sur ta peau, le maquillage, les crèmes. Et quand tu le feras, là, tu seras vraiment sur le bon chemin pour être en bonne santé. Sinon, abonne-toi. Je fais tout ce que je peux pour essayer de t'aider pour améliorer ta santé. Alors, si tu kiffes, tu sais quoi faire. Après, si t'en veux plus, tu peux aller voir ma newsletter dans la description. Et je te vois sur la prochaine marche.